Voilà, bon, ben, bonsoir. On est le 22 janvier 2020. On est sous couvre-feu. C'est pour ça que pour cette séance de l'Université populaire de Bobigny, eh bien, on se retrouve sur Zoom, hein, pour la deuxième fois. Alors, la deuxième fois pour cette année, il y en aura sûrement d'autres, je crains bien ça. Et donc, on s'est déjà rencontré une première fois avec Stéphane Rives, là, qui nous accompagne à nouveau pour cette séance. On s'est rencontré déjà le 13 janvier, il y a 9 jours donc, pour le début de cette séance, en fait, sur la philosophie du son, approche pour une philosophie du son, et durant laquelle Stéphane nous a appris déjà pas mal de petites choses très très intéressantes et nous a parlé aussi de son parcours personnel par rapport au son avant d'en arriver à être ingénieur du son. On est passé par son parcours de piano auparavant, son apprentissage du piano et de plein d'autres choses. Que vous, autant de détails que vous pouvez retrouver sur le lien, hein, sur le lien du 13 janvier. Donc, si vous avez envie de revivre cette séance, même si bien sûr vous ne pourrez pas y participer, ça va de soi. Donc, je laisse maintenant la parole à Stéphane, là. Et je ne sais pas du tout ce qui nous attend dans cette séance. Je ne sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Et ben voilà, on va vivre ça ensemble. À toi, Stéphane. Alors, dans la séance précédente, en fait, on n'a pas parlé spécifiquement de la pièce de Luc Ferrari. On a plutôt discuté autour de ce que c'est que le son, en général, à plein d'endroits différents, comment ça implique notre relation au monde, au sens large du terme. Donc, à la fois à travers des choses très concrètes, de parcours, de position d'écoute, et puis ensuite plus spécialisées dans la question de l'audio, en fait, de ce que c'est que le son d'un point de vue technique, d'un point de vue comment on en parle déjà dans le milieu professionnel, comment on l'aborde, et surtout le principe d'analogie qu'on peut trouver dans la manière d'en parler, avec un jargon, au fond, des termes techniques, mais qui, je trouve, font écho à énormément de questions plus larges qui nous interpellent dans notre rapport humain. En introduction, je dirais bien une chose, c'est que dans le fœtus, le premier organe qui est formé à la naissance intégralement, c'est l'oreille. Donc, quand on naît, l'oreille est déjà là, en fait, alors que les autres organes, en fait, continuent de se développer, mais pas l'oreille. Et l'oreille, on sait aussi, enfin, plus ou moins, on va dire, mais elle est globalement formée. Et c'est aussi le centre de l'équilibre. Donc, le centre de l'équilibre est logé dans l'oreille. C'est une sorte de gyroscope, d'une certaine manière. Donc, c'est important parce que ça vient dire quelque chose d'essentiel dans l'organe lui-même, au fond. On a évoqué la dernière fois que la première fonctionnalité de l'oreille, c'est l'alerte, c'est de nous alerter au fond sur le danger, avant que ça devienne un outil de plaisir. Donc voilà, il y a une fonctionnalité de l'organe qui déjà nous relie d'une certaine manière à notre environnement. Et ensuite, il y a toute une réalité qui prolonge une forme de phénoménologie, en fait, de notre rapport au monde. C'est une chose très, très concrète. Là, bon, ça, on en a beaucoup parlé la dernière fois parce que je ne voulais pas aborder précisément la pièce de Luc Ferrari. Donc, on va rentrer là tout de suite, en fait, dans la pièce. Donc, si j'ai bien compris, tout le monde a pu l'écouter. Non. Non. Alors, ça va être peut-être un peu abstrait. Mais on va utiliser la pièce pour progresser comme ça sur des questions. Alors, c'est pas du tout un cours magistral, c'est plutôt une discussion. Puisque d'abord, j'estime que l'écoute, c'est d'abord une position intime, en fait, de relation à
à l'espace, à la musique, à l'esthétique, et qu'il n'y a pas de point de vue absolu, au fond, sur notre rapport à l'écoute quand on aborde une pièce musicale. Par contre, il y a des données objectives de l'audio, ça c'est dont on a beaucoup parlé la dernière fois, pour ne pas dévoiler, au fond, ce qu'on pouvait dire sur la pièce. Mais d'avoir écouté le premier cours, ça peut nous donner des clés conceptuelles ou théoriques ou finalement même individuelles. Enfin, comment chacun perçoit, comment on pratique l'écoute, comment on est au quotidien vis-à-vis de cette capacité qu'on a, en fait. Donc, si vous avez remarqué, c'est une vraie pièce musicale. On a parlé de l'histoire de la musique, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a amené que ce type de proposition sonore soit considérée comme de la musique? Donc, on ne va pas revenir dessus parce que c'est un long développement et je n'ai pas envie trop de perdre de temps là-dessus. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est une pièce de 1976, donc ça fait déjà très très longtemps que c'est acquis. Mais aujourd'hui, ce type de composition sonore qui est basée à la fois sur des sons musicaux et sur des bruits, on va utiliser ce terme, c'est plus clair. Il n'y a plus du tout d'ambiguïté ou d'équivoque par rapport au fait que ça peut faire musique. Et le fait est que les musiques électroniques, la techno ont envahi entièrement l'espace musical et sonore dans nos vies et ça ne pose aucun problème. Donc, c'est un long apprentissage de l'écoute culturelle qui nous amène à pouvoir parler de cette pièce, au fond. Donc, la pièce de Luc Ferrari, c'est une vraie composition. Quand on la déploie et quand on pénètre dans l'écriture de la pièce, on se rend compte que rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard dans les sons choisis, dans le mixage et dans le commentaire qu'il fait. Et ce que j'aimerais faire, c'est m'appuyer sur son commentaire, parce qu'il nous parle, et que ça, c'est pas neutre. Et à partir des phrases qui ponctuent régulièrement la pièce, quasiment jusqu'au bout, enfin en tout cas, principalement jusqu'à un certain point, et il y a un moment de bascule, justement, qui est très précis, où il dit quelque chose de très précis. Donc, ces phrases nous conduit. En fait, il est assez sympathique, Luc Ferrari, parce qu'il y a quelque chose d'assez pédagogique, au fond, dans cette pièce. Pour qui ne connaît pas cette musique, elle est accessible, au fond. Il la rend accessible. Alors moi, je dis commentaire, mais au fond, ce n'est pas forcément dans cette position du langage qu'il est. Je pense que sa voix, elle participe grandement à quelque chose qui est dans la pièce et qu'on va essayer de clarifier en discutant. Parce que je pense qu'en discutant, vous-même, vous allez peut-être en vous remémorant votre écoute, mieux comprendre ce qui s'est passé, au fond, dans le parcours de la pièce et de votre écoute. Donc, la pièce démarre. A priori, il n'y a pas d'ambiguïté qu'on est dans un paysage, la nuit. Et d'ores et déjà, je pense qu'on est... Comment dire ça? On est d'emblée dans quelque chose. Il n'y a pas de préparation, au fond. On est d'emblée ailleurs, dans quelque chose qui nous est totalement habituel, qui est finalement presque banal, qui est sûrement une expérience qu'on a tous vécue, qui est d'être la nuit dans une forêt, probablement en province, avec un environnement sonore qui nous confirme la situation géographique, topographique. Mais dans la manière déjà où il pose les sons, on n'est pas non plus perdu dans un non-lieu. Il y a déjà des distances, au fond, qui se créent. Donc on rentre de plein pied déjà dans quelque chose
comme si ça préexistait ou comme si on était au milieu d'un parcours. Ou en tout cas, il y a un cheminement qu'il a fait avant et il est à l'orée de quelque chose. Pourquoi il est à l'orée? Parce que il le dit dès le début. J'essaye de cerner et en fait, il se met en suspens. C'est sa première phrase. Donc, il dit « j'essaye de cerner », il y a un blanc et il se reprend et il dit « de pénétrer dans le paysage ». Donc, c'est pas, au fond, c'est pas anodin qu'ils disent cerner et ensuite pénétrer. On verra le commentaire qu'il fait de sa propre position plus tard, qui est la fin de cette phrase. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que de toute façon, déjà dans l'écoute, mécaniquement, c'est ce qui se passe. On est toujours cerné par le son. C'est pas comme au cinéma, même si on a beaucoup parlé, par exemple, de ce qu'est une diffusion au cinéma, de cette prétention à donner l'expérience d'un naturel du son au cinéma, alors qu'au fond, on est devant un aplat, c'est-à-dire un écran plat, et aujourd'hui, on reconstitue un environnement sonore en 3 dimensions, ce qui est en fait un paradoxe total, parce qu'on est confronté à une image plate, si on met à part la 3D aujourd'hui, mais dans la tradition du cinéma, on est dans un aplat et ça fait très longtemps pourtant que l'espace sonore est sorti de l'écran et on est immergé dans le son, donc il nous cerne. Et il nous cerne littéralement par le système de diffusion, c'est-à-dire que les enceintes sont tout autour de nous. Donc ce terme de cerner, quand on écoute une pièce qui est au fond diffusée en stéréo, c'est-à-dire au fond également dans un aplat, qui reproduit une expérience plus ou moins naturelle de l'expérience réelle de l'espace du son, quand on est immergé dans la situation. Cette dimension d'être cerné, elle a du sens, mais elle n'a pas de sens, au fond, dans son projet. Donc, quand il change d'espace, c'est pour nous indiquer qu'en fond, il faut qu'on se laisse prendre et qu'on se laisse pénétrer dans ce jeu avec lui, mental, au fond, de se projeter à cet endroit. Il y a un travail de projection. Et donc, on pénètre le paysage. Mais on pénètre le paysage du son. À la limite, on pénètre l'audio, on pénètre le son lui-même. On pénètre dans le son. Et pénétrer dans le son, c'est déjà une démarche de musique concrète, puisqu'on a discuté la dernière fois que la musique concrète est basée sur des prises de son réelles, mais qui sont remises en jeu dans une prétention à nous les faire entendre autrement pour qu'on accepte que ça devienne des sons musicaux. Donc, il faut bien pénétrer dans le son en tant que réalité concrète pour ensuite en faire quelque chose qu'on recompose dans l'imaginaire. Donc, mais on pénètre la matière. C'est-à-dire que c'est aussi pénétrer le son en tant que matière. C'est sortir d'une écoute musicale pour s'intéresser à une matérialité, presque en termes on pourrait dire, de ce qu'est devenu la peinture en tant que figuration, puis en tant que matière, quoi. On peut pénétrer dans un tableau abstrait comme on pénètre dans une musique abstraite. Donc cette première phase d'introduction, c'est vraiment une demande, au fond. C'est une manière de nous dire, votre position d'écoute va changer. On change d'écoute. Et c'est une des pièces historiques de la musique concrète. Donc c'est aussi une manière de dire, on est ailleurs. Voilà. Notre position d'auditeur habituel est transformée. On n'est plus du tout il faut accepter de changer notre paradigme de l'écoute pour pénétrer dans sa composition. Si on ne fait pas ce jeu-là, si on ne se laisse pas prendre, au fond, par la main et par ce qu'il nous propose, donc sa voix, c'est le fil d'Ariane, au fond, il va nous aider à faire ce chemin abstrait dans notre cerveau et dans notre position d'écoute. Il va nous accompagner, parce que c'est peut-être pas évident en 76 que ça devienne une habitude de l'écoute. Donc on pénètre dans un paysage, de pénétrer un paysage, et puis il dit c'est pas facile. Voilà. Il dit c'est pas facile. Donc cette première phrase, en fait, pour moi, elle pose les conditions qui sont à la fois quelque chose qui nous informe de ce qui va se passer, de ce qu'il est en train de faire et du travail que nous, on doit faire avec lui.
Si vous avez remarqué, il nous met aussi dans une attention particulière à sa voix parce qu'il chuchote. Et ce chuchotement, c'est pas juste parce que c'est alors évidemment, c'est très équivoque en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il joue sur plein d'équivoques et le chuchotement, ça nous rappelle la nuit, effectivement. Ça nous rappelle une espèce de précaution nocturne, délicate, aussi comme un chasseur, au fond, un chasseur de son, puisqu'on voit bien que il va s'avancer vers quelque chose de précis à l'intérieur de cette forêt. Donc, il y a quelque chose d'une intrusion dans un espace qui, a priori, ne nous attend pas et qu'il faut, il faut y pénétrer dans une certaine délicatesse et une certaine discrétion. Donc, il y a ce chuchotement, mais on sait aussi très bien que plus on parle bas, plus ça, naturellement, ça fait baisser le régime sonore, au fond, d'un espace. C'est si on veut se faire entendre, au fond, il vaut mieux baisser le ton que crier. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Et le fait qu'il chuchote, en fait, nous oblige à nous concentrer sur ce qui est en train de se passer, à focaliser notre écoute. Et même, des fois, on ne comprend pas très, très bien ce qu'il dit. On n'est pas sûr de ce qu'il dit. Donc, vraiment, il attire notre attention. Et il nous tient par ça. Je pense que s'il vociférait, ça serait presque de mauvais goût, à la fois par rapport au rapport de l'espace de la forêt, du son en lui-même qu'il compose, et puis de sa relation à nous, de comment il nous parle de ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a cette espèce de précaution de l'intensité de la voix qui n'est pas du tout neutre. Ce n'est pas laissé au hasard, quoi. Et je pense que ce n'est pas un effet simplement de mixage, pour pas que ça empiète, disons, les prises de son et que ça crée un équilibre. Voilà, c'est pas un phénomène d'harmonisation pour moi. Je pense qu'il y a un vrai sens dans le chuchotement. Il y a une vraie mécanique de notre écoute. Ça, c'est la première phrase, donc qui, de manière très inconsciente, tout de suite nous installe dans quelque chose. Et puis, donc, on sent qu'il avance, il y a des bruits de pas, ça crépite, on sent qu'il pénètre quelque chose. Il se perd. Non, c'est pas bon. Donc, il y a une errance quelque part. Mais c'est très rapide, en fait. Si on voit sa pièce, elle va très vite. C'est quand même quelque chose d'assez condensé dans le parcours. On sent qu'il y a des ellipses. Parce que si on devait suivre vraiment sa pénétration, peut-être qu'il mettrait 5-10 minutes pour atteindre le spot qui l'intéresse. Donc, mais ces ellipses, elles sont... pour nous, je pense qu'elles sont... Moi, je les entends, je les perçois, je les ressens, parce que je sens le changement subtil des textures. Mais je crois que c'est très imperceptible, c'est très transparent pour la plupart des gens. Mais au fond, ce n'est pas grave. Il y a une temporalité qui est changée et qu'on accepte tout à fait naturellement. On joue le jeu, quoi. Mais dans cette perte, dans le moment où il se perd, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quand même un instant où la rumeur de la ville est présente. Donc, il continue à nous faire comprendre qu'on n'a pas complètement atteint l'endroit qu'il cherche. Donc, il nous l'informe parce qu'on entend encore peut-être une voiture au loin, quelque chose qui nous rappelle une agglomération lointaine, des voix. C'est très, très loin, mais en fait, on les perçoit. Donc, on n'est pas encore complètement, quand il se perd, il dit c'est pas bon, donc on imagine qu'il parcourt. Ça, je crois que c'est ça qui donne c'est ça qui donne une espèce de durée, au fond, de sentiment que malgré qu'il y ait ces ellipses dans la composition, on imagine qu'il a parcouru.
parce que l'agglomération est encore là et à un moment donné, elle disparaît. Donc, voilà. C'est un rappel de quelque chose qui fait qu'on est dans un entre-deux, on est dans un espace médian. Alors qu'il ne fait pas littéralement le parcours par le son, ça me paraît évident. La troisième phrase, il dit « j'entends bien des… » Et puis il s'arrête. Et puis il dit « des oiseaux de nuit ». C'est assez bizarre en fait, des oiseaux de nuit, parce que oui, il y en a, mais en fait au fond, les oiseaux, la nuit, c'est vraiment extrêmement rare, quoi. Donc moi, je sais pas, quand il revient souvent, en fait, plusieurs fois il revient, où sont les oiseaux, ils sont invisibles. C'est bizarre parce qu'il nous dit qu'il entend quelque chose que nous, on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Enfin, on les entend, mais on ne les voit pas. Je suis même presque pas sûr qu'ils sont joués dans la pièce. Donc ça, je pense, ça crée, dans notre imaginaire, ça nous crée ça nous permet de projeter des sons. Ça nous permet nous-mêmes de commencer à construire notre propre paysage, au fond. Mais je me demande où ils sont. Voilà, j'entends bien des oiseaux de nuit, mais je me demande où ils sont, dans quelle direction. Donc là, on sent que voilà, on est dans un mouvement de localisation. Et ça rejoint ce que je disais sur la fonction de l'oreille première, c'est-à-dire elle nous informe, elle nous géolocalise, elle nous permet de savoir qu'un son arrive à droite, de reculer quand une voiture arrive et qu'on ne la voit pas, et ça va très, très, très vite. En fait, l'oreille est plus rapide que l'œil, et le relais entre l'écoute et le cerveau est quasi instantané. Donc, on a tous expérimenté ça, c'est le danger par l'alerte. Donc là, d'une certaine manière, c'est pas une alerte, mais ça joue sur cette capacité voilà, je me demande où c'est, je me demande dans quelle direction. Donc, on sent bien qu'il va falloir s'orienter dans cette pièce et qu'il va s'orienter quelque part, que la prise de son il nécessite une approche spécifique et qui sont des contraintes typiquement liées à l'audio, en tout cas enregistrées. Si on veut rentrer dans la précision des choses avec le son, il faut s'approcher. C'est ce que disait Daniel Deshaies, qui est un ingénieur du son au cinéma, qui dit que faire une prise de son, c'est au fond progresser vers la source, tâtonner. On y va à tâtons. Donc quand il dit dans quelle direction c'est, j'arrive pas à… voilà, on rentre dans cette forêt à tâtons. Et plus on va rentrer, plus quelque chose va se préciser. D'une certaine manière, ça va avec la nuit. En fond, pénétrer dans la nuit, c'est aussi… il y a quelque chose d'assez somnambulique, quoi, dans ce tâton. Il y a quelque chose où tout devient flou la nuit. Les contours, les frontières, en fait, sont brouillées. Et les frontières du son aussi. Et dans tout le début de sa pièce, les limites entre l'urbain et la nature ne sont pas claires. C'est pour ça que je parlais des rumeurs de ville. Voilà. Pour pénétrer, il va bien falloir que quelque chose se clarifie dans le son. Et ça, il le compose comme ça, de manière très… comment dire… éthérée. La vie, elle est loin, il faut tendre l'oreille, c'est disparate. Voilà. Donc, il y a quelque chose voilà, qui coexiste et dont les frontières ne sont pas très, très claires. La quatrième phrase, il dit « alors je suis allé plus loin vers ». Donc voilà, là on rentre en mouvement, il pénètre, je suis allé plus loin vers. Il s'arrête. Il y a beaucoup de suspensions, hein, il y a des pauses, il y a des choses qui ne se finissent pas. Donc, je pense que ça fait partie d'un sentiment de mouvement, et du mouvement de l'écoute, d'aller vers, de suspendre, de préciser, de se rapprocher, de tendre l'oreille, de déchiffrer. Vers le ruisseau.
là, il nous indique quelque chose qu'on n'entend pas du tout. Il n'y a pas de ruisseau. Donc il faut le croire sur parole. Non seulement il faut le croire sur parole, mais il nous demande de le voir. Puisque ça y est, il nous a préparé de toute façon nous-mêmes on a fabriqué notre écran, au fond, imaginaire, de ce son. Donc, et d'ailleurs, il le dit, je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas d'eau. Mais il faut qu'on le voit, en fait. Donc, en fait, on le voit. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je me suis dit, il y a un ruisseau. Donc, j'ai imaginé le ruisseau à sec, peut-être des feuilles mortes. Je ne sais pas quelle taille. Il ne nous informe pas du tout sur sa taille. C'est un petit ruisseau, c'est un grand ruisseau. Enfin, peu importe. Il y a un ruisseau. Il va le voir. Il dit, ah oui. Donc, c'est assez intéressant comment il nous donne des sons et qu'il ne nous donne pas certains sons. Et ça, je crois que c'est aussi propre à ce que fait l'oreille. Il y a des phénomènes d'illusion, pas d'hallucination acoustique dans la vie réelle. On n'est pas sûr de ce qu'on entend. Des fois, on entend, en fait, non, c'est pas ça. Donc, je pense qu'il s'appuie sur ses ressorts. Et quand il dit, voilà, il y a ce ruisseau, je crois. Donc, il en doute, il s'approche, il le voit, il dit, ah oui, bon, il n'y a pas d'eau. Bon, donc, on l'a ni entendu, et pourtant, il faut qu'on le compose nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, on participe, au fond, à composer quelque chose. À ce moment-là, moi, c'est avec plusieurs écoutes que j'ai fini par... il m'a fallu plusieurs écoutes pour comprendre quelque chose qui se passait depuis l'origine de la pièce et que je n'avais pas entendu de cette manière. Alors, essayez de vous souvenir. On a donc une sorte de rumeur de forêt, il y a du vent, on entend ces crépitements de pas, on entend du feuillage, il y a sa voix qui nous parle, il y a des rumeurs de ville. Des fois, on entend un chien aboyer ou peut-être une voix, une parole, une voiture qui passe. Et puis, il y a déjà des grillons de nuit qui sont dans une scansion rythmique, une certaine régularité et constance de niveau. Ça ne varie pas en intensité. C'est comme un flux continu. Et il y a un autre son qui pourrait s'apparenter à une cigale de nuit ou un autre grillon, et qui a une rythmique très particulière, qui fait, je crois, il fait un truc comme bip, 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 bip. Et puis on a les grillons qui font... On a ces deux sons. Et ce bip, que j'appelle bip d'ailleurs, en fait, je me suis dit, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu tout à l'heure, en fait. C'est tout à l'heure que je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, là, c'est un sonar. C'est-à-dire, c'est comme une immersion de sous-marin. Vous voyez, un sous-marin, on ne voit pas, en fait, les bateaux. Donc, qu'est-ce qui informe de la chose qui est là, qui donne un contour et qui permet à un spécialiste de dire ça, c'est tel bateau, ça, c'est un destroyer, enfin, j'en sais rien, il est à telle distance, c'est un sonar qui a presque ce son-là, en fait, au fond. Un son régulier, une espèce de bip, et qui permet de s'orienter et de comprendre des choses qu'on ne voit pas. Et j'ai l'impression que ce son, il a cette fonction. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il nous dit qu'on s'oriente, qu'on scanne, au fond, l'espace, le paysage, avec lui. Ou c'est lui, c'est son scanner. Et vous verrez qu'il ne change pas d'intensité. Il change rarement d'intensité. Il diminue légèrement, mais pas trop. C'est pas très évident que il participe, pour moi, autrement que dans cette fonctionnalité, voilà, du radar. Alors qu'avant, je ne lui avais pas donné cette fonction. Je trouvais que ça s'immergeait dans une espèce de son naturel. Mais j'ai l'impression que ça ne joue pas ça. Pour moi, ça n'a pas de... je ne vois pas pourquoi il cumule, au fond, des grillons et ce son-là. On pourrait dire que c'est un contrepoint esthétique, etc. Mais je pense que chaque son a une fonctionnalité, en fait, dans son œuvre. Donc, je crois qu'elle a une vraie fonction inconsciente de nous rappeler ce sonar.
Et comme lui s'oriente et qui dit alors je suis allé plus loin vers, en fait, ce son est là en fait dès l'origine. Donc c'est ce sonar qui lui permet de s'orienter, qui indique ça. Voilà. C'est très subliminal. Mais le son fonctionne beaucoup par l'inconscient. Au cinéma, en fait, c'est des semaines de travail pour que le son soit quasi imperceptible au sens où personne ne se pose de questions sur l'évidence, au fond, de l'espace sonore. On n'est pas en train de s'interroger pourquoi il a mis ça, pourquoi ils n'ont pas mis ça, qu'est-ce que ça vient dire. Donc, je pense que c'est normal qu'au départ, on n'interroge pas cette chose-là. Il faut écouter plusieurs fois et se poser des questions sur la composition. Donc, pour moi, je le prends comme ça et il nous dit qu'on est immergé, au fond. On est immergé dans quelque chose. C'est la fonctionnalité de ce sonar. On est plongé, en fait, dans l'univers du son. Et donc, on a bien pénétré quelque part. On est bien dans un bain de quelque chose, dans une matière du son. À cet endroit-là, on entend des clochers. Il y a j'ai calculé. J'ai calculé le nombre de coups. Et je pense qu'il est à peu près 22 heures. Parce qu'il y a 10 coups. C'est autour de 4 minutes. Donc, il y a encore un peu de rumeur urbaine et ce clocher. Mais on pénètre et là, il nous dit il y a un train. Et c'est vrai qu'on a un son qui est passé que moi, je n'ai pas su vraiment discriminer parce que ce n'est pas un train, c'est plutôt un frottement, ce n'est pas une voiture. C'est plus fort qu'une voiture, c'est plus constant, ça traverse. Et il nous informe, il nous dit c'est un train. Et il y a des chiens. Donc, ça, c'est la dernière étape avant de pénétrer complètement dans la forêt. Donc, on est encore dans une espèce de topographie où on est relié, on est relié à l'urbain, on s'avance de plus en plus en profondeur dans la forêt et c'est tout son moment d'orientation, de calibration, en fait. Comme en audio, il équilibre en fait les points d'écoute et ses trajectoires. Et puis il dit, là j'ai contourné d'ailleurs, il nous topographie quelque chose qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais bien qu'il y ait des frottements, il y ait des pas, il y a eu des frottements, mais sa position à lui du corps, elle est difficile à suivre au fond dans le parcours, parce qu'on entend soit des craquements de pas, on sait s'il est en mouvement ou pas, s'il s'est arrêté ou pas par le bruit des pas et certains frottements dans le feuillage. Mais c'est suffisamment discret pour que on ne soit pas non plus en train de suivre quelqu'un qui marche en permanence. Je crois que ça serait pénible. Donc, il y a bien des moments où il nous raconte quelque chose qu'il a traversé. Et à rebours, on refait le chemin. Donc, c'est marrant parce qu'il y a une espèce de délai entre ce que lui vit et ce que nous, on vit derrière lui. C'est comme si on était derrière lui, au fond. Il nous dit, j'ai fait ça, alors on fait ça. J'ai contourné un plant de vigne. Et il dit, je me souviens. Mais je me souviens, donc c'est nous aussi qui devons nous souvenir, puisqu'on ne l'a pas vécu. Donc, on se souvient avec lui. Et puis, passer par hasard devant le buisson là. Je crois qu'on a entendu des frottements à ce moment-là. Etc. Il nous rejoue un peu la scène. Donc, c'est marrant parce qu'il nous dit, j'ai fait ça, et en fait, on nous l'a fait entendre après. Alors qu'au fond, on n'a rien entendu. Et voilà. Donc là, il décompose, au fond, des réalités temporelles, mais que nous, on va revivre dans un temps qu'on se reconstruit. Donc, c'est assez complexe. Je pense qu'il travaille vraiment avec notre cerveau, qui est à la fois plongé dans un présent de ce qu'on entend et qui nous fait reparcourir quelque chose qu'on n'a pas entendu, soit qui nous demande d'imaginer comme ce ruisseau, soit un parcours qu'il a fait, qu'on n'a pourtant pas entendu et qui nous fait réentendre, puisqu'à ce moment-là, on est en train de le faire. Et il joue sur cette forme d'écriture. C'est pour dire à quel point c'est complexe, au fond, dans cette architecture, et extrêmement maîtrisé dans le jeu de l'écoute, au fond. Et voilà, ça progresse.
Et il dit, on ne les entend presque plus. Je ne sais pas de quoi il parle. Donc, je pense qu'il doit parler des rumeurs, de certains oiseaux de nuit, de grillons qui étaient au loin. Et là, il nous dit, j'ai un gros grillon. Et c'est vrai qu'on a, à ce moment-là, une montée en puissance des sons de grillons. Mais on n'est pas encore dans ce vers quoi il va s'approcher. Donc, il nous dit, j'ai un gros grillon. On a les sons des grillons qui montent en puissance, mais c'est pas encore ce qu'il veut nous faire entendre. Donc, là, pareil, en fait, on est plongé dans quelque chose d'équivoque. On ne sait pas très, très bien de quoi il nous parle et là où il nous emmène et ce qu'on doit entendre. Mais on perçoit que quelque chose prend le dessus, au fond. À ce moment-là, on le sent s'éloigner, comme s'il s'avançait vers quelque chose. Et on sent son éloignement. Il se met à progresser et il s'arrête. On n'entend plus ses pas. Mais on entend... il y a tout un jeu, là, de petits sons au loin. Donc, on a ces gros grillons, en fait, qui commencent à prendre le premier plan. Il y a des sons qui disparaissent. Et puis, on entend vraiment très, très loin un sifflet. Et ce sifflet, il vient presque comme... On n'est pas sûr, en fait, de la qualité de ce son. On ne sait pas si c'est humain, on ne sait pas si c'est animal, on ne sait pas si c'est voilà, un contrepoint avec lequel il s'amuse dans la rythmique des grillons, dans le son du sonar. Voilà, c'est une polyphonie, en fait, qui s'installe, mais en fait, c'est quelqu'un qui appelle son chien. Et le chien, on l'entend plus tard. Donc, on comprend en fait qu'il y avait vraiment quelqu'un qui appelait son chien et qui nous donne une perspective, en fait, ça y est, de l'urbain qui est parti. Ça crée une... Là, il n'y a plus que ça, en fait, comme urbanité, en fait. Quelqu'un qui appelle son chien, on entend le chien aboyer, et après, il n'y a plus rien du tout de cette urbanité. Et les grillons ont pris le dessus. Donc, je pense que c'est le passage vraiment où on est là, situé à l'intérieur de la forêt. Et il travaille, voilà, plein d'équivoques par des types de sons. Dans le mixage, il crée des plans de distance qui sont beaucoup plus profondes, au fond, plus imperceptibles, mais qui jouent, enfin moi, que j'ai entendu. Je pense que tout ça affirme dans le son des prises de parti, en fait, dans l'écriture et des jeux de domination, en fait, de dominante, au fond, de dominante sonore, pour reprendre un terme musical. Et puis, il dit, donc il cherche, c'est bizarre parce qu'il me dit, j'entends un gros grillon, le grillon monte, on se dit, ah bah c'est ça, on entend le truc, la ville s'éloigne, lui, il a parcouru, il s'est arrêté, donc quelque chose s'éloigne, il a pénétré vers ce grillon, et il dit, je pense qu'il était plutôt vers la route, mais au fond, vers la route, c'était très certainement ce chien, avec ce type qui l'appelait, enfin, cette femme, je ne sais pas. On verra. Donc là, pareil, il est toujours dans un tâton, essayer vraiment de localiser quelque chose. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a encore cet équivoque de ce chien, pourtant qui est très très loin, un grillon qui est monté, il semble affirmer quelque chose, en fait, il nous réaffirme qu'il n'est pas sûr, il retâtonne, il s'approche, on a rechangé d'espace, puisqu'il nous parle d'un pont. Donc, vous voyez comment il y a plein d'ellipses. Il y avait ce ruisseau. Bon, là, maintenant, il y a un pont. Bon. Et on a changé. Au fond, on a progressé dans l'espace et il additionne des informations qu'on doit rendre, au fond, visibles. Visibles, c'est-à-dire que moi, je dois à nouveau recomposer cet espace de forêt. On a progressé et très certainement, il y a un pont quelque part. Mais je suis plus pleinement dans la forêt. À nouveau, il y a des bruits de pas. Et là, il dit,
dans la nuit, je m'approche. On est donc toujours en mouvement. Des oiseaux invisibles. Il faut aller encore plus près. Donc, depuis le début, on est toujours dans ce mouvement de tâton, on approche, les sons se transforment voilà, dans ce long processus d'éloignement de l'urbain, de sons qui se précisent, qui restent à la fois équivoques, en même temps qui permettent de construire un paysage mental et nous décrit une réalité à laquelle on doit au fond engager notre confiance à travers lui, mais qui nous, au fond, nous affirme aussi dans notre position d'être situé à l'intérieur de sa composition. Et là, il dit, il y a un gros son étrange, et c'est à ce moment-là, enfin, il ne le dit pas d'ailleurs, il y a un son qui monte. Nous, musicalement, il y a cette espèce de son-là qui vraiment prend le dessus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui est une espèce de grincement qui oscille de droite à gauche et qui n'est pas du tout en fait ces grillons, qui est une autre, qui s'apparente à ces grillons, mais on sent bien que c'est pas du tout le même son. Et on n'est pas sûr qu'il soit réel. Bon, moi, je sais pas si c'est une prise de son d'insecte ou si on n'est pas déjà dans une équivoque de la musique concrète. Alors que jusque-là, il n'y a pas de musique, c'est que des sons naturels, et on est plutôt dans un processus voilà, topographique, topophonique, et on se compose une espèce de tableau. Et là, tout à coup, on a un son qui prend vraiment le dessus, qui est un premier plan, qui pour moi vraiment porte les conditions de l'équivoque, au fond, par rapport au son lui-même, au sonore, quoi, de sa composition. Et à cet endroit-là, ce son sonar, il est fort. Donc c'est comme si on avait trouvé, c'est comme si là, ça y est, on a atteint et on a trouvé l'objet qu'il cherche. Donc c'est vraiment, il nous fait parcourir ce qu'est aussi la position d'un ingénieur du son quand il cherche à capter une source. Et le ruisseau, si on parle de source en termes de sonore et il est passé par le ruisseau, c'est assez intéressant parce que il n'utilise pas n'importe quel mot, et je pense que ces mots, en tant qu'ingé son, en tant que preneur de son, il cadre notre inconscient dans le geste de la prise de son. Donc, faire une prise de son, c'est s'approcher de la source, comme il a fait. Sauf que la source, il n'y a pas d'eau. Donc, ce n'est pas ça qu'il cherchait. Vous voyez, donc quand on repense la pièce et qu'on essaye un peu de développer comment... Il y a plein d'effets de rebours, au fond, dans la mécanique de son écriture. Mais qui produit, à mon avis, tout le sens de la composition, le sens sémantique, au fond, de la composition. Donc, et là, on a cet insecte alors, qui prend le dessus, qui est très étrange. On peut s'imaginer n'importe quoi. Enfin, chacun peut s'imaginer, a priori c'est un coléoptère ou c'est une cigale, mais enfin, voilà. Chacun va s'imaginer au fond comment cette bestiole se représente. Et il nous le confirme. À partir de là, on est sûr avec lui que c'est là, parce qu'il dit c'est bien ici, c'est pas mal, dans ces herbes là. Donc ça y est, on est sur le spot et on est dans la position la plus proche de la source et dans la captation la plus proche. Et puis là, il dit justement, il dit c'est quand on cherche quelque chose qu'on en trouve une autre. Donc c'était peut-être ça toute cette hésitation, c'est-à-dire il pénétrait dans la forêt, il cherchait quelque chose, il savait pas, il a entendu quelque chose et il se laisse guider par son écoute. Il se localise et il trouve une source, il s'y approche et il pénètre dans l'étrangeté. Là, on est à la moitié de la pièce, à peu près. Et après ça, il y a ce son, donc, dans lequel il nous fait entrer pleinement.
ça dure assez longtemps. Et il nous dit, dans la nuit, les oiseaux cachés deviennent des insectes mystérieux. Donc, au fond, il y a une ambiguïté sur la source. Donc, c'est quand on cherche quelque chose qu'au fond, on en trouve une autre. Donc, il n'y a pas nécessité, au fond, à confirmer. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience. C'est de se laisser surprendre et d'aller un peu à la pêche, quoi. C'est vraiment la position du guetteur. Certainement, ce qui se passe quand, typiquement, quand vous voyez, il y a les audionaturalistes, les gens qui documentent la faune ou les oiseaux. Il y a plein de disques aujourd'hui où on peut écouter tel oiseau, telle faune. Pour pouvoir capter, à la limite, c'est comme des photographes animaliers. C'est assez proche. Il y a nécessité de vivre à l'intérieur de l'écosystème, d'y rester, de faire corps avec l'espace pour ne pas déranger au fond la faune et pouvoir capter sa présence sans qu'elle en soit effrayée et d'une manière la plus invisible possible. Donc, il faut accepter aussi, quand on fait ça, peut-être on était intéressé pour aller chercher tel insecte ou tel oiseau. Et ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, dans le hasard du phénomène naturel, on va peut-être, au fond, capter autre chose. Donc, c'est propre, je crois que c'est propre à l'expérience aussi de la vie, au fond. C'est-à-dire, des fois, dans la vie, on est tendu vers quelque chose et au fond, ce qui nous arrive nous déporte et nous aiguille vers autre chose. Donc, c'est là où je trouve que, par exemple, cette expérience de la prise de son, cette expérience de l'écoute, même dans la musique, on sait très bien que c'est par des phénomènes de passage, de médiation, d'affinité élective que on se déporte de soi-même. En fait, on accepte à un moment donné de changer nos points de vue, notre orientation, de modifier en fait ce qu'on sait sur soi-même parce que on découvre autre chose et qu'on est dans des disponibilités pour que on les accueille et qu'on les fasse nôtres. Donc je pense que dans toute cette expérience aussi qui nous propose de l'écoute, il y a quelque chose qui est lié au mouvement de la vie elle-même, au fond, d'une réalité de vie qui nécessite une porosité et un lâcher-prise. Je pénètre, donc il pénètre de plus en plus, c'est-à-dire à chaque fois il pénètre de plus en plus. Ce mot « je pénètre », il est régulier, donc ça veut dire qu'on rentre dans une profondeur de l'écoute et dans une profondeur de l'expérience. Alors je suis cerné à mon tour, et là il est cerné. C'est parce qu'il a pénétré qu'il est cerné, c'est-à-dire que ça fait écho à la première phrase où il disait « je suis cerné ». Ah non, il faut que je pénètre, au fond. C'est-à-dire que ce n'est pas une évidence, au fond, que être dans le son, c'est y être. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça nous raconte vraiment quelque chose aussi de notre rapport perceptif. Percevoir, c'est pas forcément… enfin, je veux dire, écouter, c'est pas forcément entendre, quoi. Et on sait très bien que dans la terminologie du son, entendre, c'est l'entendement, c'est-à-dire c'est aussi la compréhension. Écouter, c'est pas forcément comprendre. Il faut bien une démarche de pénétrer dans l'écoute pour tirer du sens. Et tirer du sens, ça nécessite de pénétrer dans le langage, au fond, dans le discours du son ou dans le discours ou dans finalement une forme de sens que porte l'expérience. Que ce soit par le langage, que ce soit par le vécu. Bon, quand ça touche, disons, une certaine métaphysique affective où il n'y a pas de parole, c'est peut-être une expérience encore différente. Mais quand ça met en jeu, au fond, une forme sémantique, où on peut dégager une forme de langage, comme cette composition, parce qu'au fond, c'est une écriture, quand il y a une forme d'écriture, a priori, on peut pénétrer dans le texte.
Et ça nécessite en fait un temps. C'est pas ce qu'on comprend très intuitivement par nos réflexes de sensation ne nous donne pas un point de vue absolu sur la réalité au fond de l'expérience. Il faut y pénétrer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus et déchiffrer à tâtons au fond ce qui se passe. Je trouve que sa pièce, elle nous mène un peu, elle nous mène dans cette position par l'oreille, par l'expérience de l'écoute, à s'interroger aussi sur ça. Donc je pénètre, alors je suis cerné à mon tour, et pourrais-je dire pénétrer en échange. Donc c'est toute cette circulation du sens, au fond, qu'il explore par notre expérience de l'écoute. Donc moi, je trouve que sa pièce, elle va beaucoup plus loin que simplement une expérience exotique d'une musique dont on n'a pas l'habitude. Elle vient nous raconter quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre d'une position, au fond, ontologique ou sémantique. Et qui pourrait s'agrandir dans un déchiffrement du monde, quoi, au fond, d'une certaine manière. Chacun pour soi, hein, parce qu'au fond, on n'a très certainement pas composé le même paysage. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire, comment le réel se déploie, comment, à partir de points remarquables, on construit une ligne de fuite. Si on emprunte à Leibniz, au fond, c'est un peu dans cette orientation qu'on peut penser la chose. Il nous donne des points remarquables. Il y a là un grillon, là il y a un pont, il y avait un ruisseau, j'entends quelque chose au loin. Et ce sonar, c'est notre orientation dans ce réel. C'est-à-dire comment chacun saisit ces points remarquables qu'il nous donne, remarquables parce qu'il nous les fait remarquer, parce qu'il le commente, et comment nous, à partir de ces points clés, on crée notre ligne de fuite, c'est-à-dire notre trajectoire à l'intérieur, elle est singulière. Je suis sûr qu'on n'a pas composé la même forêt, on n'a pas situé les objets au même endroit, et ils n'ont certainement pas les mêmes formes. Pourtant, on a composé chacun une singularité d'un tableau qui nous est propre avec ce dont on est composé d'un point de vue mémoriel, de comment on a vécu la nature, de peut-être notre passé, je sais pas, nos habitudes, des choses affectives, j'en sais rien. Enfin, là, il y a toute une complexité qui se met en place dans la production de l'imaginaire et de l'image projetée. Ainsi, continue la nuit dans ma tête multiple. La tête multiple, voilà. Bah, je pense que tête multiple, ça vient dire qu'au fond, dans notre rapport au réel, il y a jamais d'absolu, il n'y a jamais de... Justement, tout est équivoque. Et que notre position perceptive qui nous permet de comprendre ou de déchiffrer quelque chose n'est jamais une position absolue. Vous savez que le terme absolu, au fond, dans son origine sémantique, c'est ce qui signifie qui est délié, qui s'est délié et qui ne revient que vers soi. C'est parce que c'est absolu, parce que ça ne reparle plus, ça s'est rompu au fond de ce qui est informé d'une extériorité. C'est nous qui produisons la vérité la plus au fond intérieure et extérieure. Il n'y a pas d'autre chose au fond pour mettre en question. Donc je pense qu'il n'y a pas de et c'est pas du relativisme. C'est pas tout se vaut. C'est qu'on ne peut jamais au fond être dans une position complètement univoque des choses. Même si on peut avoir une ligne de fuite très claire, au fond, au moment où on vit la chose. Mais dans sa position, lui, d'être cerné et d'avoir un environnement qui l'entoure et qui, au fond, fait vivre un certain nombre d'informations sonores qui sont toutes, au fond, disparates et pas forcément très situables, il ne peut que se recomposer un espace dans lequel il devient le centre parce que c'est sa position la plus proche de ce qu'il a pu atteindre comme objet clair, au fond, c'est-à-dire ce grillon.
Ça va, c'est assez clair ce que je dis ou c'est trop absconce? Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que dans cette tête multiple, on bascule vers la musique et que plusieurs dimensions se mettent en jeu. Et je trouve que là, justement, il nous met dans un rappel très normal, au fond, de l'écoute, puisque c'est notre rapport principal, le classique, ou ce type d'harmonisation, de composition qu'il utilise à ce moment-là. Donc, il vient nous chercher à un autre endroit, simultanément que continue d'exister cette forêt, mais qui recule au profit de la musique. Il nous met dans un double, plusieurs espaces, au fond. On a quitté la littéralité, au fond, d'un paysage réel. On rentre dans un imaginaire musical qui est classique, donc qui porte aussi les conditions d'une volonté de faire jouer, comment dire ça, vous voyez, dans la musique classique, il y a une rupture qui se passe entre le baroque et le classique. C'est que le baroque n'avait pas pour but de représenter des affects, des émotions. Donc ça nous mettait dans un lien métaphysique, par exemple, avec notre rapport au monde, la question théologique. On travaillait des images. Si on prend les 4 saisons, c'est une pièce qui produit des images. Mais si on prend Beethoven, la pathétique, là, on est plongé dans l'affectivité. Donc, il y a une rupture, au fond, entre un rapport où une musique viendrait nous dire, là, vous êtes, au fond, toujours dans une continuité où on produit des images iconiques. Au fond, c'est l'image de Dieu, comme chez Bach, etc. Ça nous met dans une position métaphysique qui est reliée à quelque chose de supérieur. Et dans le classique, on nous demande de revivre à travers le son quelque chose qui est propre à notre intériorité, qui est de l'affect, de reparcourir des émotions, et elles sont traduites par la musique. Donc il y a déjà cette rupture entre le baroque et le classique. Et puis, à nouveau dans la musique concrète, il y a une autre rupture par rapport à ce phénomène de traduction, en fait, dans notre rapport au son. On n'est plus dans le rapport supérieur, au fond, théologique à la musique baroque, ou le rapport affectif, d'une métaphysique affective, mais qui est basée, au fond, sur les sentiments, une sentimentalité, avec la musique concrète, et notamment le paysage sonore, où oui, enfin, on va prendre principalement ce qui s'appuie sur la prise de son naturaliste. On est mis dans un mouvement plus complexe parce qu'on est à la fois dans l'image projetée, donc il y a beaucoup plus du type cinématographique, et puis on est travaillé au fond dans notre mémoire affective qui doit participer à la recomposition de cette image abstraite sonore, qui n'a pas justement non plus prétention à nous faire entendre le réel. Donc cette musique, elle vient nous confirmer qu'on est passé dans une abstraction pure. Si on pouvait en douter avant, si avant on nous disait « je vous demande d'écouter ça comme la représentation d'une réalité », avec la musique, on bascule dans l'abstraction. Et elle coexiste avec ce réel. Et je pense que c'est le moment où la réalité-fiction se brouille et où ça vient dire, au fond,
Est-ce qu'avant, on était dans la fiction, ou est-ce où on avait prétention à nous faire entendre du réel, narratif? Bon. Mais là, on est pour moi, on est vraiment typiquement dans la position du cinéma. Et pourtant, on sait bien que l'expérience du cinéma nous informe sur les questions du réel, au fond, par la fiction. Et c'est le propre du cinéma, au fond, d'interroger, ou de la littérature, c'est par la fiction d'interroger les conditions du réel qui sont, au moment où on les vit, quelque chose qui n'est pas abstrait, au fond, qui est une vraie expérience. Eh bien, à cet endroit-là, dans la musique concrète, je pense qu'il s'est passé le même phénomène qui existait au cinéma. C'est que par la musique concrète ou par ce type de rapport au son, on peut se trouver, on peut poser des questions identiques. On a l'habitude d'interroger l'image, parce que dans notre expérience de l'image, c'est quelque chose qui très tôt a été questionné, peut-être parce que l'image de propagande, ne serait-ce que par justement l'icône, etc., a été beaucoup plus prégnante que le son. On interrogeait beaucoup moins le son, parce qu'on a l'impression que le son, au fond, il ne joue pas aussi fort, au fond, il n'a pas autant de puissance, alors que ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui est dangereux avec le son, c'est qu'il a autant de puissance que l'image, sauf que dans notre rapport au son, c'est devenu tellement inconscient que c'est quelque chose qu'on n'interroge pas du tout, alors que dans les techniques de propagande, eux, ils n'ont jamais douté qu'on pouvait manipuler la voix, le discours, et on parlait de ça la dernière fois, comment sont nés les magnétophones, les techniques d'enregistrement, mais c'était lié à la propagande. C'est-à-dire que dans l'histoire du son, il y a cette puissance qu'on cherche à pouvoir manipuler. Et puis, si on prend au fond les cantates de Bach, qui ont certes une fonctionnalité précise, religieuse, mais ça participe aussi au fond de l'entretien d'une forme de discours, voilà, commun, au fond. Donc, la musique, elle a cette double dimension affective aussi, où à la fois, en y adhérant, au fond, on participe à des formes de discours. Moi, je suis un fan de Bach, je ne suis pas aujourd'hui religieux, mais ça m'interroge quand même sur la position métaphysique, parce que ça me touche. Donc, à quel endroit ça me touche? Je pourrais me poser des questions infinies. Est-ce que je renie mon côté religieux? Non, je ne crois pas. Mais pourtant, je sens chez Bach quelque chose qui interroge, au fond, quelque chose de profond en moi. Mais ça n'a plus la même fonctionnalité. Et, de même que l'image s'est détachée aussi au fond, de ces enjeux. Mais on n'est jamais à l'abri que ce soit ressaisi en permanence. Je crois que c'est au XXe siècle qu'on a commencé vraiment à se poser des questions sur la possibilité et la puissance du son à cet endroit-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de prise de conscience et d'études au fond autour de ça, l'écologie sonore, l'étude des langues, etc., de comment, au fond, on est aussi fabriqué par le son, par notre environnement sonore. Il y a aussi, c'est une manière d'étudier la disparition de la faune. Il y a plein d'enjeux aujourd'hui sur la psychoacoustique, sur comment on se détermine à travers le champ du sonore. Donc, je crois que c'est parce qu'il y a eu cette histoire aussi artistique, esthétique, musicale, qui ont posé ces questions dans l'écriture, qu'on peut considérer aujourd'hui que le son a quelque chose à nous dire à cet endroit-là. Et Ferrari, dans sa pièce, il nous travaille. Donc, quand la musique arrive, il nous ressaisit dans quelque chose qu'on connaît parfaitement, qui réactive, au fond, une forme d'évidence. Et tout ce passage compositionnel entre la musique est un glissement qui va passer par une forme de ritournelle. Vous voyez, au début, ça démarre par des nappes. Ensuite, il y a une sorte de mélodie ritournelle qui arrive, qui est tout à fait, au fond, presque banale. Il y a les insectes qui sont là, mais qui sont loin. Voilà, il y a
énormément de plans sonores qui jouent sur différents plans affectifs. Le réel qui continue mais qui disparaît, cette musique, les grillons qui jouent, il y a des effets de délai, d'écho. Donc pareil, ça floute l'espace. Et je pense que là, on pénètre dans sa tête. On pénètre réellement dans une dimension d'abstraction mentale, y compris d'un point de vue de l'intellect, je dirais. Et cette composition musicale devient de plus en plus diffuse au profit d'une continuité électroacoustique. Et là, à la fin, on est dans l'électroacoustique. C'est le glissement, en fait. C'est comme ça qui nous y amène. Et tout ce travail de morphing, finalement, d'une chose qui passe dans une autre et qui passe par une musique, finalement, habituelle. Je n'ose pas dire classique parce que ce n'est pas de la musique classique, mais en fait, c'est un peu ambigu, ça pourrait être. Permet cette transformation, ce glissement, cette mutation. Il y a quelque chose qui se mute. Un peu comme, je dirais, une chenille qui devient papillon, quoi. C'est en ce terme que moi je le vois, comme une mutation. Ce n'est pas une rupture, au fond, c'est un changement d'état. Et donc, elle devient de plus en plus diffuse et on pénètre là dans un espace purement électroacoustique qui est résonnant par rapport, en fait, à tout ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, moi, je réentends la forêt. C'est ça qui est assez fort, c'est que dans cette mutation vers l'électroacoustique, on a muté d'espace, mais cet espace, pour moi, est cette forêt, ces grillons qui continuent d'exister, mais dans une autre dimension. Et qui finit, moi, c'est un peu la sensation que j'ai eue quand même sur une espèce de gravité, parce qu'on a cette espèce de coup qui résonne comme ça, avec un écho, et qui est l'affirmation de ce passage. Et là, il nous y a plongé au fond, on y est. Et c'est le deuxième tiers de la pièce. Et la fin, qu'est-ce qu'il dit là? Je crois que... donc c'est après ma tête multiple. Il y a un retour, donc une fois que tout ça est fait, il y a ces fameux coups qui résonnent et qui permet lentement, progressivement, de faire réentendre entre guillemets, l'espace concret du réel, de cette forêt, qui revient au loin, mais qui pour moi est devenu réellement, pour le coup, abstrait. C'est beaucoup plus minimal. On n'est plus du tout dans la première partie qui était assez littérale au fond dans son accompagnement. Je marche, il y a une forêt, etc. Là, on est dans cet espace, c'est assez flottant. Et je dirais qu'il y a tous ces glissements d'imitation qui fait que même là, on pourrait douter qu'on est revenu au même endroit, qu'on est dans l'espace du paysage mental qui est cette forêt, mais qui n'est plus aussi littéral qu'avant. Et les sons qui existent sont très fragmentés. C'est des petits sons comme ça, qui font avec des grincements. Donc, le type de sons qu'il utilise même sont très fragmentés. Et on vient de sa tête multiple. C'est comme si sa tête avait éclaté, au fond. Et on est dans du fragment, un peu comme de la lumière, au fond, comme une diffraction ou une lumière qui se reflèterait dans quelque chose à facettes. Vous voyez, tout a éclaté. Donc, c'est vrai que ce qui reste de cette forêt, c'est très flou, ça persiste, mais c'est un reste, c'est un résidu. Et là, il dit, et la nuit se continue. C'est vrai, elle est complètement déchirée. Elle dit, elle est complètement déchirée. Et ma tête, et là, il y a une rupture. Je pense que si vous avez écouté assez fort, vous avez peut-être sauté de votre siège, il y a un énorme coup de tonnerre. Et la pluie qui se déverse.
Et cette rupture-là, elle est, pour moi, elle est l'expression en fait de quelque chose qui a rompu effectivement dans sa tête et qui vient indiquer le fait qu'il est passé de l'autre côté et que peut-être qu'au fond, il y était déjà. Au fond, on est purement dans l'imaginaire, peut-être dans le rêve, peut-être dans l'invention totale de ce qui s'est passé avant. C'est extrêmement brutal, il y a une pluie, et le premier coup de tonnerre est très réaliste, et ensuite, on est uniquement dans cette pluie, qui est une sorte de bruit blanc, donc qui est comme une page blanche, au fond, un peu comme vous avez une neige sur une télé, sur un écran, quand il n'y a plus de signal. Donc sa tête a explosé, il n'y a plus de signal, il y a cette pluie, et puis il y a ces coups de tonnerre. Le premier est réaliste et les autres sont artificiels. Et c'est cette espèce de bruit métallique qui revient régulièrement et qui scande comme ça, cette espèce de fracture. Et on finit là-dessus, en fait, au fond. Donc il a éclaté et tout devient blanc, au fond. Tout devient neutre. Voilà, c'est un peu ma lecture, au fond, à la fois technique et à la fois esthétique et compositionnelle et sémantique de sa pièce. J'ai voulu la décortiquer parce que ça montre à quel point, en fait, tout est maîtrisé dans ce qu'il veut nous dire ou nous faire, dans l'expérience à laquelle il nous fait participer, mais c'est fait de telle sorte qu'au fond, on peut aussi l'écouter comme ça, sans se poser aucune question, et traverser cette expérience. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, au regard de cette analyse musicologique presque, comment ça résonne dans votre expérience. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la question du point de vue réalité-fiction. Comment quelles questions vous vous êtes posées? Comment vous avez vécu cette écoute et ce que vous en avez compris. Ça pourrait être une première manière de rentrer dans une discussion. D'accord. Qui se lance? Merci Stéphane. Merci à toi pour ce décortiquage, puisque tu as employé ce mot, très précis, très fin, très profond aussi. Alors nous qui avons soit écouté la pièce, soit qui t'avons entendu en parler, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui se lance? Merci Stéphane. Tu as rendu les choses de manière hyper claire. Alors moi, je me suis laissée embarquer en fait dans l'histoire. En fait, j'avais l'impression d'être avec lui en fait. Voilà, pour moi, moi je l'ai vu un peu comme un film sonore en fait. Et alors, ce qui m'a interrogée un peu, c'est qu'il y avait des bruits qui étaient pour moi clairs. C'était les bruits liés à l'environnement, les pas, le chuchotement, les animaux, la voiture, enfin tout ça. Et puis en même temps, avant que la musique arrive, il y avait des bruits que je ne comprenais pas justement. Et l'histoire du sonar, en fait. Moi, ça m'a un peu... Je suis restée longtemps en me demandant qu'est-ce que c'est en fait. Ça m'a un petit peu omnibulée, je dirais. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La musique, en fait, quand le moment est arrivé au niveau de la musique, enfin, voilà, la musique. Moi, ça m'a fait rappeler, je sais pas, on dirait que je rentrais dans un film, en fait.
C'était pour moi comme une musique de film. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas un film que j'avais déjà vu ou, enfin, ou entendu. Enfin, c'était la musique, elle m'était pas, je sais pas pourquoi, mais elle m'était pas inconnue. Alors que c'est peut-être la première fois que je l'entends, hein, je ne sais pas, hein. Mais j'avais l'impression de l'avoir déjà entendue. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant justement ce brouillage entre la perte de la frontière. J'imaginais une personne en plein milieu de la nature, complètement paumée, perdue dans la nuit. Donc voilà, un côté un peu de désorientation en fait. Il y avait ça qui me venait en tête en fait. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant en fait. Je l'ai écouté dans le noir. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc, avec ton exposé, il y a des choses beaucoup plus claires et je me dis, j'ai hâte de le réécouter avec tout ce que tu viens de te dire parce qu'il y a des choses que je n'ai pas perçues. Je n'ai pas tout perçu. Oui, mais en fait, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu viens de confirmer en fait des choses que j'ai déployées au cours du temps. Et c'est vrai, en fait, je trouve ça très intéressant que tu dises cette musique, au fond, je l'ai déjà entendue. Et je crois que c'est ce que j'essayais de dire par banal. C'est-à-dire, je pense qu'il a choisi effectivement cette musique-là pour créer cet effet. Et moi, pareil, en fait, je me suis dit, au fond, je connais cette musique. Alors que depuis le début, il nous plonge dans quelque chose de totalement inconnu. Et je pense que c'est ça la fonction de cette musique. Au fond, cette musique n'a que comme enjeu ce que tu viens de dire. Donc, tu l'as vécu pleinement, en fait, au fond, et tu es capable de le dire. Donc, après, comprendre pourquoi il le fait, comment il l'articule, bon, on va dire que c'est une dimension supérieure si on s'intéresse à l'analyse, au fond, de la musique. Mais dans les faits, tu l'as vécu. Ça fonctionne. Donc ça, c'est intéressant. Parce que tu dis, je l'avais déjà entendu. Donc, il joue sur ta mémoire, il joue sur notre mémoire. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais c'est bien, tu me permets de repréciser. Plus en confiance, parce que je ne sais pas si tout le monde a vécu ça, mais moi, je pourrais dire comme toi, j'ai l'impression que cette musique, elle m'était familière. Donc, il joue sur la familiarité d'un certain type de musique. Et je crois qu'il le fait à cet endroit-là, parce qu'à mon avis, on rentre effectivement dans ce jeu de la mémoire, qui va être toute la fin. Et puis aussi, peut-être, on rentre aussi dans cette dimension de la fiction. Tu as dit, je ne savais pas si c'était un film, etc. Ou en tout cas, ça devient clair que c'est un film. Donc, ça devient clair que lui aussi, ce parcours, il ne l'a pas fait depuis le début. Depuis le début, c'est un film. Et ce que j'aime beaucoup dans sa pièce, c'est qu'il y a ces allers-retours permanents où il prétend au réel et en fait, on est constamment dans la fiction. Moi, j'ai expérimenté cette écoute avec des étudiants de jeunes de 20 ans et la première question que je leur ai posée, c'est « Selon vous, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est fictionnel ?» Ils ont dit « C'est réel ». J'ai dit « Bon, on va regarder la pièce. » Et la première question que je leur ai posée, c'est « Est-ce que vous croyez que quand vous vous approchez d'un grillon, il va rester planté sur la feuille ?» Donc, a priori, on sait très bien que quand on doit s'approcher d'une bestiole, il y a 9 chances sur 10 qu'elle s'en aille. Donc, il y a plein d'informations, en fait, claires dans la pièce qui brouillent, qui vient dire que c'est une fiction. Mais là où c'est fort, c'est comme dans un film, effectivement, on le prend pour vrai. Il y a une vraisemblance. Et c'est tout le propre du cinéma, effectivement. C'est cette vraisemblance qui nous fait vivre quelque chose de vrai. Et c'est ça qui nous informe sur ce qu'on est et sur ce qu'on vit en fait dans nos propres vies et qui se singularise dans notre expérience. Et il fait la même chose au fond. Il faut savoir que cette musique-là, les compositeurs appellent ça cinéma pour l'oreille, de ce courant-là. Donc ils sont très conscients en fait qu'ils jouent sur ce phénomène de l'image à travers le son, donc de l'image sonore.
Donc, je pense que ce moment vient confirmer que soit on est dans son rêve, il nous a fait pénétrer dans son rêve, et c'est aussi la déchirure de sa tête, au fond. C'est aussi ça, sa tête multiple. C'est la possibilité du rêve, où on sait bien que dans le rêve, au fond, il y a des incohérences, au fond, mais qui nous paraissent extrêmement cohérentes, qui ont du sens, qui s'articulent de manière logique. Et c'est ce qu'il fait aussi. C'est-à-dire que toutes ces ellipses, où tout à coup il était là, puis on sent bien en fait qu'il est ailleurs, mais on n'a pas fait le parcours, où il nous dit là il y a un ruisseau, on ne s'y est pas approché, ou tout à coup il y a un pont qui est arrivé, qui a sauté, ou j'ai contourné un pied de vigne. En fait, tout ça sont des ellipses qui pour moi sont du domaine du rêve et qui sont tout à fait acceptables dans sa composition. Et je pense qu'il nous fait vivre un rêve. Et ce qui est assez fort, c'est que la nature des sons, par habitude, nous met dans un endroit d'équivocité par rapport au réel. Puisque j'entends bien une forêt. Là, il y a des grillons. Enfin, où est-ce que je suis, au fond, moi, en tant qu'auditeur? Qu'est-ce qu'il me demande? Donc, si vous voulez, c'est pas la même justement dimension abstraite ou sentimentale qu'on vit avec d'autres types de musique qui sont, comme je disais, soit le baroque, soit le classique. On est là dans une autre dimension qui est vraiment très très proche effectivement du cinéma et qui a d'ailleurs emprunté ses écritures à l'effet de montage cinématographique, puisqu'on coupait dans la bande, on recollait, etc., etc. Donc c'est comme si on avait une bobine de film au fond. Et c'est ça qui a été la découverte pour le son du XXe siècle. C'est cette capacité à monter dans le son et à faire ce travail de montage et de remontage dans le réel. Donc ça a été une rupture très forte, au fond. Et ça a ouvert, y compris pour le cinéma, y compris pour la musique, ça a ouvert des champs d'écriture justement démultipliés, si on prend sa tête multiple. Voilà. Donc cette désorientation, en fait, je vais garder ton mot parce que désorientation, oui, en fait c'est sa position du départ. Lui-même est désorienté. Et ce sonar est le symbole en fait de cette désorientation. Mais c'est aussi son appui, c'est-à-dire que lui, dans son habitude, il a de quoi se rattraper au fond dans cette désorientation. Ce sonar, il existe pour lui en tant qu'ingé son, en tant que compositeur. Donc, il faut lui faire confiance, effectivement. On le suit et on accepte de rentrer dans ses pas. Et on rentre littéralement dans ses pas, puisqu'il nous fait entendre ses pas. Donc voilà, il y a plein de... C'est plus qu'un jeu sémantique que je fais. C'est-à-dire qu'on pourrait le prendre comme un jeu sémantique, intellectuel. Mais en fait, non, on le vit. On pénètre dans ses pas. Comme on pénètre dans le paysage. Comme on pénètre dans la musique. Et on pénètre dans son rêve. Voilà. Et pour autant, tout en l'accompagnant, je pense que nous-mêmes, on construit notre propre tableau. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que pour moi, au fond, je pense que ça, c'est une récurrence du rapport. Je crois que c'est ce qui se passe dans tout rapport, au fond. On est à la fois pénétrant et pénétré de l'autre, et même des idées des autres, au fond, de leur manière de penser ou de comment ils nous informent. Il y a cette circularité, en fait, des pénétrations. Et je trouve que cette pièce nous dit quelque chose d'assez fort, au fond, qui n'est pas dit intellectuellement, au fond, qui est dit par l'oreille. Et c'est là où je parle de philosophie de l'oreille, au fond. Si on peut, pourquoi approche d'une philosophie de l'écoute? Parce que je pense que se questionner sur l'écoute, en fait, nous replonge dans d'autres questions fondamentales qui sont celles du rapport. Et on a beaucoup parlé la dernière fois de ces différentes positions de l'écoute qui fait qu'on peut être dans un café bruyant et mener, au fond, des écoutes parallèles, à la fois focaliser notre écoute sur quelqu'un, notre interlocuteur ou interlocutrice, et en fait aussi suivre un fil d'une conversation. L'écoute est multiple, au fond. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme ligne de fuite, comme non pas point focal pour resserrer, mais comme temps
en fait de l'attention. Et je crois que le son, d'une manière différente de l'image, mais peut-être plus spécifique, parce que l'image ne nous questionne pas de la même façon, tout simplement. C'est un autre champ, en fait, de sémantique. Le son, dans sa dimension justement invisible, abstraite, nous permet en fait aussi de rentrer dans, on va dire, le domaine des idées, d'une manière assez intéressante, dans cette abstraction aussi du langage et des idées. Mais par une matérialité très concrète, parce que les lois du son ou de l'audio interrogent au fond des contraintes dans le réel qui sont assez passionnantes. Notamment, on a parlé de ce que c'est que le bruit de fond. Je donne des mots parce que peut-être pour certaines personnes qui n'étaient pas là il y a 10 jours, ça va être très flou. Mais il faut savoir qu'en audio, on parle de signal utile, de bruit de fond. Tous les phénomènes de résonance, de réflexion. Il y a tout ce principe de prise de son, effectivement, de clarté dans le son, au fond. C'est ce qu'on appelle la clarté, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à dégager quelque chose qui a une dominante de sens? Mais au fond, est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait déjà quand on essaye de penser quelque chose, déjà de trouver une ligne de sens, au fond? On est tellement habitué aussi à des formes logiques qu'on a des manières de penser aussi qui sont très linéaires. Et ce qui est intéressant avec cette pièce, c'est qu'il nous demande aussi de recomposer du sens à partir du fragment, d'accepter l'éclatement du sens pour recomposer quelque chose peut-être de plus... d'un nouveau sens, au fond, de quelque chose de renouvelé, au fond, dans la perception et dans le sens. Et qui pourrait emprunter à l'imaginaire, et qui rouvre l'imaginaire, ou qui rouvre le rêve même. Et moi, là, ça me fait penser, par exemple, à des écrivains comme Pessoa, ou des gens comme ça. Enfin, pour moi, ça résonne aussi dans ces espaces-là. C'est-à-dire comment on a été interrogé à nous déplacer par rapport à notre conviction que le réel, qu'une certaine forme de réalité s'impose et qu'on y est capturé. Donc lui, il capture le réel par la prise de son et il le transforme par l'artistique et la composition, et il nous redonne du réel, mais fantasmé, mais qui en même temps est très concret, en fait, qui nous donne des clés pour recomposer notre tableau, quoi, au fond. Je pense que c'est ça aussi l'expérience qui nous fait vivre, au-delà de l'exercice où, voilà, du fait que c'est un compositeur, enfin Luc Ferrari. D'ailleurs, dans le texte que j'ai mis, où il parle de sensualité et qui va jusqu'à la sexualité, on peut comprendre pourquoi il va jusque-là, pourquoi, au fond, il a cette position aussi poussée dans sa sensorialité du monde et qui dit, si je vais reprendre je vais la reciter parce que je pense que c'est intéressant que je m'explique là-dessus. Alors. Cette fameuse phrase où il dit la sensualité, c'est une façon d'être corporelle, d'être physique et en action sensuelle par rapport à quelque chose que l'on fait. Je sais aussi que cette sensualité existe chez les autres, chez les auditeurs. Alors moi, si je suis en état de sensualité, même quelquefois de sexualité, qui est un des sujets essentiels dans la vie, ça me permet d'avoir un accès à la société ou à un groupe. Et je pense que par exemple, sa voix, dans cette pièce, elle est sensuelle. Je pense que dans la sexualité, si on se met à vociférer, on perd toute efficacité sensuelle et sensorielle. Donc il y a cette réalité de comment on aborde la fragilité, au fond, du rapport au monde, du rapport à l'espace, de la nature, des choses qui nous sont extérieures, comment on les aborde dans un désir de rapport, au fond, donc de rapport sensuel qui passe par les sens, qui passe par toute notre capacité sensorielle et perceptive, et qui peut donner une expérience de jouissance, au fond,
et y compris dans la musique. Parce que la musique porte cette condition de sensualité et de sensorialité. La musique a aussi cet effet-là. Enfin, je ne pense pas me tromper. Je pense que quand on est mélomane, on a cette expérience sensuelle du son et de la musique. Et cette sensualité, ça peut être notre sensibilité à la fois singulière, peut-être culturelle, peut-être qui remonte de loin en fait, qui est très inconsciente parce qu'on ne sait pas comment s'est formé notre goût musical ou notre rapport sensuel. Il y a à la fois de l'inné, il y a à la fois probablement de ce qui s'est fabriqué à travers nos rencontres, peut-être les amitiés, les amours qu'on a eus, qui ont été des affinités aussi qui nous ont ouverts. Donc moi je pense que voilà, c'est jamais une condition au fond inexistante de tout ça. Moi j'ai une question à poser, mais c'est quelque chose de très basique en fait. Ces pièces-là, alors comment on dit, on appelle ça une pièce musicale déjà, c'est une musique concrète. Musique concrète, oui, c'est ça. Pièce d'électroacoustique. Mais maintenant, on trouve ça très facilement, très facilement, puisque tu nous as donné un lien pour aller sur YouTube, on est tout de suite tombé dessus. Mais avant Internet, comment on faisait? Ça se vendait sur disque, sur CD? Oui. À l'époque de Ferrari, c'était gravé sur vinyle. Comment c'était ça en 76? Oui. Eh ben, c'est marrant que tu dis ça parce que si vous réécoutez le début de la pièce, on entend les craquements du vinyle. Donc très certainement, c'est un vinyle qui a été numérisé. Et puis ça a été réédité en CD. Et puis il y a les labels en fait de tous les studios de composition de musique électroacoustique qui ont leur propre label et qui sont tout à fait accessibles. Et puis vous allez à la Fnac, vous avez de toute façon le rayon de musique contemporaine. C'est considéré comme de la musique contemporaine. Mais dans le champ des musiques contemporaines, c'est on va dire globalement la musique électroacoustique. Parce que dans le champ des musiques contemporaines qui se sont interrogées sur la matière du son, il y a évidemment d'autres courants, notamment ce qu'on appelle la musique spectrale, etc., qui est tout à fait d'autres manières de composer à partir du son, des sons orchestraux. Là, moi, ce que je trouvais intéressant dans la pièce de Ferrari, c'est la prise de son. C'est cette technique de cette musique électroacoustique qui utilise le son réel. Parce que si on écoute Griset, la musique spectrale par exemple, il n'y a pas ces qualités de son qui viennent de la musique concrète. Donc je le répète, je le redis pour ceux qui ne savent pas, la musique concrète est née à la fin des années 50 avec Pierre Schaeffer, qui était donc un technicien de Radio France. Donc c'est né dans les studios de Radio France, donc des studios radiophoniques, par l'arrivée des bandes magnétiques. Et lui était un technicien et il a découvert qu'il pouvait devenir compositeur, au fond. Donc, ils ont inventé des gestes. De même que, des gestes de la bande magnétique, ça veut dire qu'on peut couper dedans, on peut la jouer à plusieurs vitesses, on peut la jouer à l'envers, on peut faire des montages très cut, on peut boucler des sons à l'infini. Le loop, la boucle, a été découvert, pareil, au studio de Radio France, par une erreur de gravure sur un micro-sillon. Sur un acétate à l'époque, c'était pas encore un micro-sillon. Donc la gravure a bouclé un sillon et c'est devenu un son infini. Et ils ont découvert ça en fait, et en découvrant ça, ils ont au fond malgré eux pénétré dans une dimension du son qu'ils ne connaissaient pas. Mais on pourrait écouter Chelsea aussi, qui avait un discours pareil sur la pénétration des tons. Voilà, comment on rentrait à l'intérieur du cœur du son, et qui a aussi une manière d'écrire par la persistance, au fond, de certaines fréquences, etc. Donc, tout ça, il y a eu plein de questions, plein de types de compositeurs, de réflexions, de littérature. Cage a beaucoup écrit aussi. Et puis la musique électronique à travers les studios de Cologne, dirigés par Stockhausen. Il y a les studios de la BBC qui ne sont pas à négliger.
parce que les studios de la BBC, eux, avaient aussi un groupe de recherche musicale. Donc, Pierre Schaeffer fonde le groupe de recherche musicale, le GRM aujourd'hui, ça s'appelle. À l'époque, c'était peut-être l'atelier de musique radiophonique. Donc, ça devient le groupe de recherche musicale. La BBC s'est créée très peu de temps. Je crois que les premiers studios qu'on cherché, ça a été Radio France et Cologne. Très, très vite, la BBC crée son studio. Et la BBC était beaucoup plus orientée vers les sons électroniques. Donc, eux, ils ont beaucoup cherché là-dedans. La musique concrète, ça s'est découvert en France. Et la musique électronique, c'est à Cologne. Et la BBC, c'était plus, disons, plus médian. Et eux, ça servait au jingle. C'était très pragmatique, au fond. Donc, ils faisaient des sons pour la radio. Donc, ils inventaient aussi tout un nouveau environnement sonore qui allait devenir extrêmement commun, au fond. Et les gens de la BBC ont aussi participé à créer des bandes-sons, notamment Doctor Who, etc. Donc, très vite, le cinéma a appelé et a posé des questions sur ces nouveaux sons. Et si vous regardez, par exemple, l'histoire de... Il y a Michel Chion qui a écrit un bouquin sur le son du space opéra, c'est-à-dire des films de science-fiction. Et voilà, vous prenez 2001 Odyssée de l'espace, il n'utilise pas du tout de son étrange, au contraire. Donc, Kubrick a fait ce choix pour certaines raisons. Mais avant lui, on avait eu Doctor Who, on avait eu toute une série de films qui travaillaient l'impression du futur et de l'extraterrestre par justement des sons qui, à l'époque, étaient extraterrestres, quoi, enfin, au fond, extra-musicaux. Et qui, aujourd'hui, au fond, deviennent datés. Ça devient kitsch. Mais c'est intéressant comment ils ont cru que voilà, la nouveauté, l'inouï allait porter les conditions d'un futur, de représenter le futur. D'ailleurs, c'est assez drôle ce que tu dis, parce que ça me renvoie à l'épisode 1 ou 2, non, ça fait 2. Enfin, je sais plus comment on compte dans Star Wars en rapport avec la science-fiction, mais il y a une scène où je ne sais plus quel personnage arrive dans une espèce de tripot ou de boîte de nuit, mais en l'an 28 000, et où là, on sent bien que Lucas, enfin, je ne sais pas comment ça a pu marcher, il a essayé de faire jouer une partition qui serait une partition de l'an 28 000 ou quelque chose comme ça, mais ça reste finalement de la musique très, 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 très classique au sens où on l'a fait habituellement, quoi. Oui, et il a fait ça parce que l'originalité des films de Lucas, de la série des Star Wars, c'est que justement, ils ont inventé le son de l'univers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parie que pour la plupart des gens, les vaisseaux sonnent comme les films de Star Wars. Alors qu'en fait, on ne sait pas comment ils sonnent. Donc c'est fort. C'est ça la puissance du son. C'est là où je pense qu'il y a quelque chose de philosophique à réfléchir. Parce que dans l'imaginaire construit par les films de Lucas, pour la plupart des gens, l'univers sonne comme ça. Et c'est poser une question, par exemple, la position de Michel Chion, lui, c'est de dire, on ne sait pas comment sonne l'univers, donc tout est permis. Pourquoi on ne mettrait pas du son dans l'espace alors que la science vient nous dire, on ne vous entend, comme tu disais il y a 10 jours, Christian, le slogan d'Alien, c'est « Dans l'espace, on ne vous entendra pas crier ». Parce qu'il n'y a pas d'espace pour porter l'onde. Mais la position de Michel Chion, par exemple, qui est aussi un compositeur et un théoricien du son au cinéma, principalement, c'est vraiment de revendiquer, au fond, que tout est possible, puisqu'on ne sait pas. Donc, à la limite, ça ne joue pas là-dessus. Et pourquoi Kubrick revient sur le beau Danube bleu, etc. Mais parce que dans l'inconscient qu'on a et la métaphysique dans laquelle il veut nous toucher, qui est presque, au fond, qui nous interroge aussi sur une position théologique, il revient sur des choses qui sont, au fond, extrêmement inscrites dans nos corps d'auditeurs. Et donc, il lui fait ce choix. Ainsi par les Zarathustra, qui a quand même un emphatisme très emblématique, ou la danse avec le beau Danube bleu, etc. Et je pense que ce qui joue là, c'est l'hétérogénéité, c'est le paradoxe. Et je pense que moi, par exemple, au cinéma, c'est plutôt ma voix. Je crois que c'est ça qui joue pleinement. C'est pas l'inouï ou c'est pas l'originalité pour l'originalité. C'est de travailler
cette dimension psychoacoustique de l'écoute et qui est au fond transparente, qui est inconsciente chez nous. Ça va très très vite au fond. On est d'abord pris dans l'expérience affective ou dans un sentiment de ce qui se passe. Et c'est très bien comme ça. Il ne s'agit pas d'analyser en permanence ce qu'on entend et ce qui se passe. Mais je pense que développer, en parler, ouvre l'oreille aussi, au fond, nous rend un peu plus conscients de notre écoute. Et puis peut-être aussi nous permet de saisir mieux ce qui se présente à nous et d'affiner, au fond, aussi notre sensibilité, d'être plus sensible, peut-être même plus réceptif. Et de jouir mieux, au fond, en fait, d'y prendre plus de plaisir. Donc, et si on prend par exemple le Solaris de Tarkovsky, qui est la réponse, on va dire, métaphysique à Kubrick, lui, il fait aussi le même parti d'utiliser des sons synthétiques. Il va s'appuyer sur les synthétiseurs russes, qui est l'ANS à l'époque. Mais alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que à cette époque-là, on était encore dans des formes de synthèse analogique, électrique. Donc, même aujourd'hui, et je suis sûr que vous le vivez, vous pouvez sentir la différence entre un son électronique des années 70 et puis un son électronique d'aujourd'hui qui est uniquement numérique. C'est-à-dire dans le son des années 70, même si on trouve ça kitsch, il y a une espèce de sensualité en fait dans ce son. Et je trouve que le son numérique aujourd'hui est beaucoup plus froid, beaucoup plus artificiel. Alors là, je ne parle pas de la musique, hein. Là, ça peut se rattraper dans plein de choses. Mais en tant que moi, par exemple, ingé son, même s'ils simulent aujourd'hui, ils ont justement des simulateurs du son analytique. C'est-à-dire qu'on est toujours, ce qui est intéressant avec le progrès, c'est il y a cette espèce de perte qu'on est toujours en train d'essayer de rattraper, qui est notre monde d'avant, en fait. C'est assez étrange. C'est-à-dire qu'on progresse comme ça, alors on crée des choses de plus en plus déconnectées de notre expérience du corps, alors l'intelligence artificielle bientôt, et au fond, à l'intérieur de ça, on essaye de remettre de l'analogique, de resimuler du sensoriel, du sensible. Donc, je trouve ça intéressant parce que ce que tu disais d'ailleurs l'autre fois, je crois, Christian, c'est qu'on est sans cesse rappelé à cette condition d'être humain, quoi, qui est d'abord un corps, un toucher, une écoute, voilà, qui a besoin d'un espace pour porter son sens, quoi, en termes de langage ou en termes de mouvement. On a besoin d'une surface à toucher, à pénétrer aussi. Et c'est intéressant parce que la technique est vraiment confrontée à ça en permanence. Et donc, donc ça veut dire que c'est des questions qui se posent, au fond. Ils le constatent, comme tu disais, les premiers CD, non, c'est Christian, Jacques, je ne sais plus, ou Pierre, Patrick, pardon, qui nous rappelait ça la dernière fois, c'est-à-dire que les premiers CD qui sont sortis dans les années 80, les gens ont trouvé ça insupportable parce que il n'y avait pas d'air, quoi. Alors, il y a du bruit de fond. On remet du noise. Et moi, je trouve ça intéressant aussi, cette question du noise. Voilà, en ce sens, le silence n'existe pas. Il y a toujours du bruit de fond. Et puis, ça rejoint aussi, au fond, l'avancée qu'il y a eu dans les recherches sur l'astrophysique, où aujourd'hui, on entend le bruit de fond originel du Big Bang. Et ils l'ont représenté en images par les ondes radio. Alors, et ça vient de quelque chose d'hasardeux, au fond, parce que c'est venu d'un désir d'efficacité de relais des satellites, parce que quand les satellites se retrouvaient dans un axe où ils étaient plus du tout dans l'axe des récepteurs, ils perdaient le signal. Alors évidemment, c'était un problème, un gros problème pour plein de choses, pour les télécommunications, mais aussi pour la sûreté, etc. Donc
il leur a été demandé de trouver un moyen que ce signal ne soit pas perdu. Alors, ils ont fait des recherches, donc ils utilisent des ondes type radio. C'est comme ça que ça se communique, évidemment. Et dans leurs appareils, quand ils perdaient le signal, quoi qu'ils fassent, ils avaient toujours un résidu. Un bruit de fond qu'ils apparentaient au départ au bruit de fond des machines. Et en fait, ça ne l'était pas. Parce que quand ils éteignaient tout, ils s'assuraient qu'ils étaient dans un espace déconnecté de tout parasitage, ils avaient ce bruit de fond. Et là, ils se sont posé la question. Donc, ils recevaient, au fond... là, c'est très compliqué à comprendre parce que c'est des photons, voilà, c'est des types de particules qui n'ont pas évolué depuis et en fait, qui sont invisibles. Oui, c'est ça. En plus, qui sont invisibles. Donc, c'est comme un fantôme, c'est une empreinte. Donc, c'est passionnant, en fait. C'est-à-dire, si on parle du son et qu'on dit on peut entendre une empreinte, moi, ça m'ouvre un champ très particulier. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a... Parce que là, on est dans l'astrophysique, puis on arrive aussi vers 21h, il va falloir Ouais. qu'on arrête. Mais là, ce que tu viens juste de dire, là, par rapport aux traces fantômes, aux empreintes, ça me rappelle une nouvelle de science-fiction, encore, une nouvelle de Gérard Klein. Gérard Klein, non pas l'animateur télé et radio, mais Gérard Klein, l'auteur de science-fiction. Et alors là, je recherche désespérément le titre de la nouvelle et je la retrouve pas. Mais ça raconte un peu exactement ça. On arrive sur une planète qui est totalement désertée, mais sur laquelle on devine qu'il y a eu une civilisation dont il ne reste rien. Tout a dû être balayé par quelque chose, sauf dans une vallée où il y a deux espèces de, comment dire, de parois artificielles, comme ça, qui se renvoient l'une l'autre sans arrêt les sons qui furent ceux de cette civilisation disparue. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus que, comme trace, la seule empreinte qui reste, c'est le son. Si je ferai l'effort de rechercher le titre de la nouvelle, c'est vraiment très beau à lire en plus. Alors, il s'appuie sur ce qu'on appelle en audio le principe de l'onde stationnaire. Alors, vous l'avez tous vécu, le principe de l'onde stationnaire. C'est que quand vous êtes dans un espace précis, clos, par exemple, vous allez écouter un concert, et puis vous avez remarqué qu'il y a des endroits où vous entendez les basses, et puis hop, vous vous déplacez de 10 cm, vous ne l'entendez plus. Et puis vous vous remettez, et là, vous retrouvez les basses. C'est parce qu'à l'endroit où vous entendez les basses, il y a un ping-pong dans le jeu des fréquences du son, qui fait que ça se met en phase, dans une phase qui fait qu'à un moment donné, ça ne bouge plus, et le ping-pong est infini, et les longueurs d'onde ne bougent plus. Et ça reste sur place. Ça, c'est un phénomène très connu, au fond, dans les calibrages des salles, des studios, etc., que ça ne se produise pas. Parce qu'au fond, c'est un phénomène acoustique. Donc, c'est un phénomène fantôme, au fond. C'est-à-dire que c'est le rebond des ondes qui fait qu'à cet endroit-là, il y a une persistance. Et ça s'appelle une onde stationnaire. Donc, il a imaginé qu'à cet endroit-là, s'était passé quelque chose et que tout le son, en fait, avait stagné et ne bougeait plus. Oui, on est là-dedans, oui, tu as raison, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, il s'appuie sur un principe audio, quoi, qui existe. Et ça existe partout, en fait, dans la vie réelle, au fond, selon les espaces. C'est des choses spatiales, hein. Puis il faut des configurations de type de son, de longueur, d'intensité, etc. Là, ça devient complexe, hein. L'acoustique, c'est très, très, très complexe. Écoute, moi, je ne suis pas acousticien. Mais alors, pour conclure, il y a une autre anecdote qui circule, ou qui a été un fantasme dans le milieu audio. C'est que vous savez que pour capter le son, pour l'enregistrer, il faut un phénomène pour pouvoir inscrire et enregistrer le son, il faut pouvoir l'inscrire sur quelque chose de dynamique pour que l'onde, au fond, dans sa durée, s'inscrive. Donc, une espèce de tour, de quelque chose qui tourne. Ah, c'est du potier, ça, oui. Et il y a eu ce fameux fantasme d'imaginer que peut-être 10 000 ans en arrière, les potiers chantaient et que probablement c'était inscrit dans la matière leur voix ou un signal audio. Bon, en fait, a priori, non. Mais ça reste une espèce d'imaginaire. Et pour finir, je trouve que voilà, le son porte cet imaginaire, au fond, permanent, d'une trace.
Et je trouve que la pièce, au fond, de Ferrari, elle est dans ce rapport à la trace, au fond. Voilà, on suit ses traces et on entend ses traces et nous, on parcourt ces traces, quoi. Bien, merci beaucoup Stéphane. La pièce de Ferrari, bien sûr, est toujours sous le lien indiqué. Hein. Si ceux qui n'ont pas entendu, vous pouvez y aller. Hein. Après l'explication, l'analyse de Stéphane, ça peut être d'autant plus intéressant pour nous qui l'avons déjà écouté d'y retourner. Du coup, pour écouter ça, j'allais dire d'un autre œil, mais d'une autre oreille. Voilà, on te remercie vraiment Stéphane d'avoir... Oui, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Tu es passionné et tu as su transmettre ta passion. Oui, c'est brillant. Tu as suscité quelque chose en moi, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, c'est vraiment cette question-là. Ouais. C'est vrai, merci. C'est extrêmement brillant. Bravo. Absolument. Si j'ai pu, franchement, si j'ai pu transmettre cette passion que j'ai pour le son au-delà en fait de sa matérialité concrète de fabriquer des choses, c'est vraiment cette dimension en fait du sonore, je pense, et qui est un champ en fait à découvrir pour plein de gens et qui dit plein de choses et dont on peut se parler. Et ce qui est intéressant, c'est de s'en parler parce qu'on a tous, je pense, quelque chose à dire. Je pense que vous-même, vous savez quelque chose. Mais il faut déclencher, au fond. Le fait que ça existe, il y a quelque chose à dire, au fond. Passionnant. Alors, avec ces mots, à soi. Merci. Encore merci. Là, je vais arrêter l'enregistrement, mais juste avant d'arrêter, faut savoir que cette séance, vous pourrez donc écouter et la faire connaître à d'autres qui n'ont pas été là, même hors de l'UP, bien entendu. Plus ce sera partagé, tout ce que vient de nous dire Stéphane, mieux ce sera pour tout le monde. Voilà. Et puis par ailleurs, nous on se retrouve le 3 février pour une séance sur la rencontre. Et ensuite, je crois que c'est le 11 février pour quelque chose qui se rapproche, mais alors, quand même très éloigné, sur la chanson populaire. Bien. Voilà. En tout cas, encore merci Stéphane. Tu seras là? Bien. Oui. Merci à vous. Et merci à toi, Christian. Bonsoir à tout le monde. Et puis, merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup.